Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième session du colloque sur le numérique et les communautés linguistiques en milieu minoritaire. Ce colloque est organisé par l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques à l'Université de Moncton et le réseau de recherche sur... Oh, excusez-moi, j'ai perdu mon écran. Le réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise, connu comme Questcreen, à l'Université Concordia. Mon nom est Lina Shumarova, je suis coordonnatrice en mobilisation des connaissances chez Questcreen et je serai la modératrice de cette session aujourd'hui. Avant de continuer, j'aimerais juste préciser quelques détails techniques pour ceux et pour celles qui viennent de se joindre à nous. Je vous rappelle donc que la session est enregistrée et nous vous prions aussi de désactiver vos microphones durant la session. Le titre de cette session est Enseignement et pandémie, défis et innovation. Nous allons entendre 3 communications de 20 minutes chacune, suivies d'une période de questions et de réponses, quand vous pouvez poser des questions à tous les présentateurs. Donc, je vais commencer par présenter la première conférence de notre session, conférencière, Megan Cotnam-Capel. Megan est professeure agrégée à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, spécialiste en technologie éducative et en éducation dans le milieu minoritaire. Elle mène un programme de recherche sur les compétences en littératie et citoyenneté numérique chez les enseignants et les élèves afin de réduire les inégalités numériques à travers le Canada et en milieu linguistique minoritaire en particulier. Elle est membre du collaboratoire canadien Chenin et présidente de l'Association nationale technologie et formation des enseignantes et enseignants. La présentation de Megan est intitulée « La vie en ligne en français et les inégalités numériques, des réflexions du personnel enseignant en Ontario durant la pandémie de la COVID-19 ». Megan, la parole est à vous. Merci. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci à Anne et tout le comité organisateur pour ce colloque. C'est un énorme plaisir pour moi d'être parmi vous et de discuter des enjeux particuliers du numérique en contexte linguistique minoritaire. Ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est partager vraiment plutôt un récit de recherche dans le cadre duquel je me permets d'insérer ma voix et mes questionnements, de nommer explicitement que je suis une franco-ontarienne engagée qui m'intéresse de par mes expériences de scolarisation dans une école de langue française en région très, très minoritaire où 1% de la population parlait le français et qui informe ma lentille de recherche aujourd'hui. J'ai fait un doctorat en sociolinguistique et je m'intéressais particulièrement aux enjeux de l'éducation en contexte minoritaire. Et ensuite, j'ai fait un postdoc à Harvard en EdTech. Donc, littérature anglophone, la question de la langue était plus ou moins ou parfois très absente. Et depuis mon embauche à l'Université d'Ottawa, j'essaie de vraiment faire des liens entre ces 2 ponts de recherche pour voir en quoi la raison d'être du colloque aujourd'hui, quelles sont les expériences et besoins particuliers des apprenants en contexte linguistique minoritaire. Donc, j'adopte une perspective sociocritique du numérique dans mes recherches. J'envisage ainsi que le numérique est un objet multidimensionnel, structuré par des pratiques, par des discours, des représentations, des langues et évidemment des relations de pouvoir. Et je m'inspire d'approches sociologiques critiques anglophones de la technologie en éducation, donc des perspectives qui, même dans le domaine de EdTech, sont considérées critiques sur le numérique. Et je m'inspire aussi de chercheurs francophones qui proposent des concepts propres à la littérature francophone, comme le rapport au numérique, qui tient compte de l'importance du contexte socioculturel et de la littérature francophone sur le concept d'équité numérique. Mais je tiens à souligner aujourd'hui que ces chercheurs vont noter le contexte socioculturel, mais que la question de la langue est toujours absente de ces recherches. Donc, c'est une perspective que nous, notre communauté, pouvons certainement apporter, mais en ce moment, elle est absente dans cette littérature. Ce que j'aimerais vous présenter, c'est une recherche, une étude qui a été financée par le CRSH, menée par moi-même et ma collègue Michelle Hagerman,
intitulé La vie en ligne des jeunes, créer les conditions qui favorisent l'équité numérique en Ontario. Et la question principale qui nous orientait pour cette étude, c'était quelles sont les réflexions du personnel enseignant sur les inégalités numériques qui touchent ou qui ne touchent pas leurs élèves. Et ma collègue et moi, nous avons décidé de recruter des enseignants partout dans la province de l'Ontario qui travaillaient dans des écoles de langue française et de langue anglaise pour comparer leurs perspectives. Quelles sont les ressemblances, les différences et en quoi, pour moi, ma question de recherche principale qui me préoccupe, est-ce que la langue a une influence ou non sur ces inégalités numériques? Donc, méthode, nous avons recruté des enseignants stratégiquement du nord, de l'est, du sud de la province via Twitter et Facebook, comme j'ai dit, dans des écoles de langue française et anglaise. La collecte de données a eu lieu de mars à juin 2020 avec les membres du personnel enseignant. Donc, je me permets de raconter, comme je l'ai dit, un peu mon récit de recherche. On a envisagé cette étude en 2018, déposé la demande au CRSH, obtenu le financement et j'ai quitté pour une année pour un congé de maternité. Donc, cette recherche a vraiment été envisagée avant la pandémie. Je reviens de mon congé, on prépare l'équipe de recherche, la demande éthique et tout, et on avait prévu la collecte pour mars 2020. Évidemment, on a modifié un peu le guide, mais dans son ensemble, c'était une recherche sur les expériences dans les écoles des élèves. Donc, on a des données qui touchent certains défis et expériences et, par exemple, en quoi les définitions du personnel, je pense, sont beaucoup élargies en raison de la pandémie, mais ça touche aussi de façon plus large des enjeux propres au contexte scolaire, disons pré-pandémique, dans les dires des enseignants. Donc, dans ce guide d'entretien, on a passé environ 60 minutes avec les enseignants et la discussion était divisée en 3 parties. En premier lieu, une discussion des expériences en ligne de leurs élèves. Donc, les enseignants nous racontaient quel type d'activité, la fréquence des activités, les outils dont ils ont accès en salle de classe. En deuxième lieu, on a parlé des besoins, selon les enseignants, de leurs élèves en termes de développement de littératie numérique, de compétences numériques. Et finalement, une discussion un peu plus critique sur leur perception des inégalités numériques. Et je vais vous présenter comment on a abordé ces concepts avec eux durant l'entretien. Étant donné que le concept de littératie numérique est très important dans la recherche en technologie éducative et dans cette étude, on a choisi de la définir pour les enseignants avec cette représentation visuelle, mais j'ai aussi, je cite pour vous, la façon dont on a présenté le concept. Donc, pour ceux et celles qui connaissent un peu le concept de littératie à double niveau ou de dual level new literacies, on s'inspire de ce cadre et on leur a dit: pour nous, la littératie numérique est l'ensemble des connaissances, des compétences, des pratiques et même des attitudes ou des dispositions qui permettent aux gens de comprendre ce qu'ils lisent en ligne, de créer les textes numériques et de participer avec confiance à des conversations en ligne. Donc, avant de discuter de littératie numérique, c'est la façon dont on a présenté ça pour eux. Et étant donné que c'est une recherche qui s'intéresse aux inégalités numériques, nous avons aussi présenté cette représentation visuelle et expliqué un peu le concept pour les membres du personnel. Notre interprétation ici, notre représentation visuelle est inspirée de la typologie qui est proposée par Beer et Pfefferkorn et repris par Collin, qui définit le concept d'inégalité numérique comme ayant 3 niveaux. Premièrement, des inégalités d'avoir, de savoir et de pouvoir. Donc, 3 niveaux pour eux. Donc, nous, pour le personnel, pour nous, les inégalités de l'avoir ou de l'accès, on le définit comme l'accès à l'Internet, mais aussi aux outils qui permettent cet accès et une variété d'outils. Deuxièmement, les inégalités de compétences numériques.
Donc, la capacité de l'enfant de pouvoir utiliser l'Internet, les applications pour une variété d'activités en ligne, pour lire, pour créer, communiquer, compléter des tâches à la maison comme à l'école. Et le troisième niveau, dans la littérature, on utilise le terme d'inégalité de pouvoir. Donc, on avait sentiment de pouvoir ici. On a aussi utilisé empowerment durant l'entrevue avec les enseignants. Mais la disposition de l'élève de pouvoir utiliser sa voix en ligne, participer avec confiance dans différents espaces en ligne, on voulait voir vraiment à ce troisième niveau, est-ce que les enseignants voient certaines inégalités dans leur salle de classe. Donc, j'ajoute encore, j'ouvre une petite parenthèse ici. Donc, la collecte de données a eu lieu jusqu'à mars 2020. Je quitte pour un deuxième congé de maternité et je reviens en 2021. Et alors, la collecte, les analyses, sont toujours vraiment en cours. On a passé à multiples rondes de codage, mais ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des pistes d'analyse qui sont toujours en cours. Mais moi, dans l'équipe de recherche, je m'intéresse particulièrement à cette question d'inégalité numérique linguistique. Donc, débutons avec la fin. À la toute fin de l'entretien, on a posé une question à tous les membres du personnel, école francophone-anglophone. Selon eux, quelle est leur perception des besoins de leurs élèves en termes d'accès, de compétences et d'empowerment numérique? Évidemment, on voulait comparer un peu quantitativement les perceptions. Donc, on leur a demandé est-ce que c'est pas du tout urgent ou même extrêmement urgent selon eux, ces besoins dans leur contexte. À la fois, ce qu'on voit ici émerger dans les données, c'est qu'à la fois pour les francophones et les anglophones, les besoins sont les plus forts par rapport aux compétences numériques. Donc, on voyait que les besoins sont là, les élèves ont des besoins de développement de compétences numériques selon les membres du personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que l'empowerment, c'est la catégorie, disons, où l'urgence est la moins ressentie par les collègues, à la fois francophones et anglophones. Et ça m'a un peu surpris. Je suis allée voir un peu dans les entrevues et on peut voir que dans les dires des enseignants, on peut voir que c'est difficile de séparer compétences et empowerment. Le besoin est tellement urgent par rapport aux compétences que c'est plutôt une nuance de pouvoir aller jusqu'à ce que nous, chercheurs, on dirait serait catégorisé d'empowerment. Alors, pour eux, c'est assez clair que la compétence, c'est la priorité. Mais une autre trouvaille intéressante, c'est le fait que l'urgence est moins ressentie du côté du personnel dans les écoles de langue française qu'anglaise. Donc, rappelons que c'est la langue minoritaire dans ce contexte et que même ma collègue qui s'intéresse à des analyses plus quantitatives indique qu'il y a une différence statistique importante pour l'accès et la compétence entre les besoins d'urgence. Donc, c'est intéressant comme constat. Et une donnée qui peut nous éclaircir un peu là-dessus, c'est le degré d'accès aux outils dans les écoles de langue française. Donc, on a évidemment posé la question aux enseignants, vous avez accès à quel type d'outils, quelle est la fréquence? Et on peut voir que la majorité des membres du personnel ont un accès quotidien pour leurs élèves dans les salles de classe. Alors que la première réponse, même si c'est bien partagé pour les collègues dans les écoles de langue anglaise, c'était plutôt une fois par semaine ou possiblement 2-3 fois par semaine et quotidiennement dans les écoles de langue anglaise. Donc, on peut voir les plus petites écoles semblent être très bien desservies par rapport à l'accès quotidien, souvent un ratio 1 à 1. Mais la question d'inégalité numérique, évidemment, ne se limite pas à ce seul facteur, à cet angle binaire, oui ou non accès. Donc, nous avons aussi posé des questions et voici des données qui touchent les membres du personnel dans les écoles de langue française en particulier. Selon vous, existe-t-il un lien entre là où les langues de vos élèves et les inégalités numériques dans votre contexte? Et d'emblée, 7 enseignants ont dit non.
et 15 ont dit oui. Mais en analysant, évidemment, ils vont élaborer dans leur réponse. En analysant les 22 réponses, tous avaient identifié au moins un défi. Donc, même en disant non, je ne pense pas, ils continuent en disant effectivement, peut-être il y a un défi ou deux défis qui sont associés pour moi à la langue. Et on peut voir aussi ici que pour la majorité, les défis sont liés à la compréhension en français en ligne. Donc, est-ce que l'enfant peut comprendre ce qu'il a devant son écran et par la suite participer en français? D'autres défis par rapport à la recherche en français, la traduction, que dans d'autres éléments de réponse, ce n'était pas toujours nécessairement un défi, mais au moins un processus que les élèves vont passer soit uniquement par l'utilisation de l'anglais plutôt que le français ou par la traduction de contenu en anglais vers le français et aussi un manque de ressources en français, selon les membres du personnel. Je vais vous partager une citation ici que je trouve intéressante. Donc, est-ce qu'ils vivent des inégalités de pouvoir, pardon, avec les activités en ligne? Totalement oui, mais c'est vraiment biaisé parce qu'il y a un lien avec la langue. Tu sais, j'ai rarement eu un élève qui s'est fâché parce qu'il n'arrive pas à faire telle chose sur Internet ou telle chose sur Internet parce que c'est relié à ses compétences numériques. Non, c'est lié avec les compétences liées à la langue. Donc, pour ce participant, pour plusieurs d'autres, les inégalités numériques sont liées aux enjeux propres de développement de compétences dans cette langue minoritaire et en quoi ces compétences vont jouer en temps réel sur les expériences de ces élèves de la 4e à la 8e année. Une autre piste de réflexion que je vous partage en temps réel un peu dans nos analyses revient aux définitions ou conceptions de compétences et de littératie numérique qui sont différentes pour les membres du personnel dans les écoles de langue française et anglaise. Donc, même si on avait en amont, comme je vous l'ai présenté, offerte une définition de littératie numérique et on avait ce visuel durant l'entrevue, les définitions des collègues dans les écoles de langue française par rapport aux compétences numériques de leurs élèves étaient beaucoup plus liées aux compétences en littératie traditionnelle. Donc, par exemple, un enseignant qui me parlait de lecture en ligne pour ses élèves parlait de difficultés de décodage ou de compréhension de contenu sur un site web. Alors qu'un membre du personnel dans une école de langue anglaise allait aussi toucher des éléments qui sont propres au numérique. Par exemple, la lecture en ligne, ils évoquaient des notions de fiabilité de l'information ou de mots-clés. Et évidemment, je ne veux aucunement généraliser. Ces éléments sont là pour les enseignants dans les écoles de langue française aussi, mais l'urgence revient plus à ces besoins de littératie traditionnelle. Donc, pour eux, ce qui est urgent dans la lecture en ligne, c'est la compréhension plutôt que la fiabilité. Ou, par exemple, dans la création de textes, ils parlaient plus de traitement de texte que de création de mimes ou d'autres projets dans les écoles de langue anglaise. Donc, ceci m'amène à réfléchir par rapport à non seulement quelle définition est plus liée à la définition, disons, du contexte majoritaire de littératie numérique, mais en quoi nos définitions, cadres, concepts doivent évoluer et tenir compte de ces besoins propres de ces acteurs dans ce contexte linguistique minoritaire. Donc, quelques éléments de discussion, j'ai seulement quelques minutes. Je veux juste vous partager que pour moi, je m'intéressais à ce troisième niveau, le sentiment de pouvoir. J'anticipais, quand j'ai mené cette recherche, pouvoir offrir des analyses riches sur la confiance, le pouvoir d'agir numérique de ces élèves, parce que je connaissais sur le terrain qu'ils avaient accès, que les écoles de langue française font des choses super novatrices. Mais les analyses que j'ai, les données que j'ai, les dires des enseignants m'amènent plutôt à me concentrer sur le premier niveau, les inégalités d'accès qui touchent les acteurs dans ce contexte. Et justement, le contexte de la pandémie a amené beaucoup de chercheurs à repenser à cette question et on souligne que
La question d'inégalité d'accès mérite même d'être replacée au centre des préoccupations relatives aux inégalités numériques. Et en analysant mes données, je vois que nous devons probablement élargir la définition d'inégalité d'accès, dépasser de loin l'angle binaire accès oui ou non à l'Internet ou aux outils et voir en quoi, avant de pouvoir passer de l'accès aux compétences numériques, il y a deux types d'accès qui peuvent limiter l'éventail de compétences numériques que peuvent développer les élèves. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'il y a des inégalités d'accès linguistique. Donc, il y a des effets cumulatifs, évidemment, de ces rapports de force entre langues, mais les membres du personnel ont identifié que les défis de compréhension, de traduction font en sorte que les occasions de développement de compétences sont différentes dans les écoles de langue française et pédagogiques. Donc, pour moi, j'ai une petite flèche ici juste pour indiquer qu'entre l'accès et les compétences, ce sont les acteurs, ce sont les enseignants qui doivent agir. Nous devons les équiper pour avoir les ressources, les formations propres à leur contexte qui vont dire, en tenant compte des besoins de décodage de vos élèves, comment pouvons-nous aller jusqu'à développer tout un éventail de compétences numériques qui sont le reflet de vos identités, cultures, qui vous donnent des occasions d'aller jusqu'au empowerment numérique, mais qui tiennent compte aussi de votre contexte, plutôt que de traduire ou d'implanter des cadres qui ne tiennent pas compte de ce contexte. Donc, je vais arrêter là. Merci beaucoup et j'anticipe avec plaisir vos questions. On va continuer avec notre deuxième communication qui sera présentée par Craig Bullitt et Ben Loomer, tous les deux représentants de l'organisme Learn Québec. Learn, donc, est l'acronyme de Leading English Education and Resource Network. Je vous les présente. Craig Bullitt est conseiller en technologie de l'éducation, ou RICI, et conseiller pédagogique pour Learn. Il joue un rôle de premier plan dans l'intégration et l'acquisition de compétences numériques au sein du secteur éducatif de langue anglaise au Québec. Ben Loomer est consultant en langue anglaise et coordonnateur du projet I Belong à Learn. Dans son travail d'enseignant, il a enseigné les sciences sociales et la langue anglaise au secondaire à Montréal et aussi l'anglais langue seconde aux îles de la Madeleine et au Japon. En 2013, il a eu le plaisir de prononcer le discours d'introduction de David Suzuki pendant le festival de Le Mood Montréal. Il est titulaire d'une maîtrise de l'Université McGill en Leadership en éducation. Leur communication sera présentée en anglais. Elle est intitulée « Le paysage numérique des écoles de langue anglaise de la maternelle au secondaire au Québec, aperçu du travail sur le terrain pendant la pandémie ». Donc, Craig et Ben, je vous laisse la parole. Digital landscape in Quebec's English language schools K-11, we're talking about a view from the field amid the pandemic. Just to clarify my role a little bit is the Learn RICI, that acronym RICI stands for Réseau, Collaboration, Innovation, and Technology. So it's really educational technology in the classroom, and we have a philosophy of pedagogy first, right? So we make the technology fit the pedagogy and not the other way around, or at least we try to do that. I'll jump right into some challenges. So obviously some biggies are access to technology, equitable access, and high-speed internet. We have schools sprinkled all across the province, so very rural areas, and so access to technology is always a challenge. Quality online teaching practices is something we're working on, but definitely a challenge is the online teaching practices. Our capacity to foster digital competencies in school and at home. Also the potential organizational partners, so predominantly based in urban centers. So again, I mentioned we're sprinkled all across the province. Our partners tend to be in the core areas, urban centers, certainly. And conditions in school during the pandemic, of course, has been a huge challenge. So with absences like everywhere, students and staff
are frequently absent. It's cancellation of extracurricular activities, so such as social impact on our people, and maintaining those bubbles, and then hybrid teaching, sometimes online, sometimes in person. And of course, just the stress, right, has been a huge challenge for us. So yeah, I'm going to share a few concrete examples of different innovations that Learn took on during the pandemic. And I'll start with something that's called the Quebec Online Alliance. And it came together in the year 21-22, so 2021-22, this year. And what's notable about it is that's the first time that 7 different English school boards collaborated and came together to provide services for students that were medically exempt from going in person into schools. So this is notable because school boards don't always work together seamlessly, and Learn played a key role in helping coordinate and administrate the daily operations of these online services. So I can go on and say more about how this happened, but what's just important to know is this was a need in the community, and there was an innovation that Learn helped to navigate. And what this allowed was that students across subjects, across grade levels, were able to receive high quality education and keep pace with their fellow students that are learning in a physical school. So this was an innovation. Oh, Craig, please. So this is a second project which I've worked more closely with. So it is called I Belong. It's a project that, well, I'll start from the beginning. It says in 2019, the Secrétariat or Relations avec les Québécois d'expression anglais did a survey with a number of different organizations. And they learned that many English-speaking Québécois do not have a strong attachment to Quebec or a strong sense of belonging. And to better understand this, they brought together different organizations to explore this issue and to develop projects around it. So Learn was one of these projects, and we developed something we called I Belong, which I'm going to describe to you now. The goals were for students and teachers to explore issues of belonging, where they do or they don't feel connections to Quebec society, what are the different barriers, and what are the different enablers. And as well, we wanted to develop opportunities for students to develop a sense of belonging and to identify where they do feel like they belong. Next slide, please. So basically, the I Belong project, and now in retrospect, it seems like a real, actually, I won't even say that, but it was notable that this project happened at the same time the pandemic happened, and everything was online. Originally, there's going to be aspects of online, but it turned out that most of it was online. And there was 6 different options. And what's also important to know is that the I Belong project was a partnership between Learn and ELAN, the English Language Arts Network, which helps support English language artists in Quebec. There were 6 different options, as we call them: digital storytelling, comic zine, spoken word, puppetry, a podcast option, which connected English as a second language and Français langue seconde, and then Take Action, which was kind of a community service learning project. So these are the 6 options. Next slide, please. In general, we thought it was a great success. We included in year 1, 46 schools, over 1,700 students. Year 2, same amount of schools, a few less students, depending, which just accounts for the population of the school. But speaking for myself, it was amazing to connect all these schools and students with really wonderful learning opportunities with artists. And yeah, next slide. So here is just an image of some of the different projects. You can see comic zine, again, digital stories where students learn the process of how to make a digital story. I can go on and on, but at the end of this presentation, you're going to see a link to the I Belong website where you can access some different artifacts. Anyway, in general, it was great. And what was notable about it was we're able to reduce barriers around access to these partners and these artists, which often, as Craig said, mostly located in Montreal. As well, it was an issue of equity.
giving rural students access to, again, learning opportunities that they may or may not have had before. So anyway, that's all I wanted to share on that. Craig, I pass it to you. Thanks, Ben. So just a little bit of a rollout of how things happen. So the Digital Action Plan was rolled out to bring Quebec education into the digital reality of today's world. And that was followed by a digital competency framework. So that it was one competency with 12 interdependent dimensions. And then a digital competency framework continuum, just to provide a bit of a template, I guess, if you want to call it that, or a continuum. I don't want to say evaluation, but it was a continuum of the competency. And then that was followed by professional competency of teachers. So that was updated. The competency was already there, but it was updated to include digital competency as well. So the three areas of focus of the Digital Action Plan, they referred to back in the day as digital combos. So those were put in place by injecting technology into schools. And the three areas were robotics, which helps us see the abstract part of coding, right? So to make learning more visible. We had digital devices, of course, which were pretty much present already, but there was an injection of more tablets and computers and so on. And the third piece of the digital combos was creative spaces or maker spaces. And we might not immediately see the connection to digital competency here because there's a lot of non-digital components to a creative space, right? All the glue and crafty stuff, scissors and cardboard and Lego, all that kind of stuff. But the maker mindset is developed in learning by doing. And so we're fostering 21st century skills like creativity and communication, collaboration, critical thinking, all those great features, which are also dimensions of the digital competency framework. So of course, the creative spaces were key to this whole movement. And even in those creative spaces, I'm just thinking students, there's always a digital component. So even if it is non-technical, they're taking photos, they're recording videos of the learning process, they're creating prototypes and all that kind of stuff. So even if it's a low-tech activity, there's definitely a connection to technology. So the pandemic actually provided a perfect storm for innovation and practice. It kind of fast-tracked us into distance education. And I know we initially labeled this as crisis teaching, right? It wasn't the best term, and it came upon us really quickly. But the MEQ, the Ministère de l'Éducation du Québec, urgently responded with something called École Ouverte, or open school, for resources. At Learn, we responded with something called Learn at Home, and each of the English school boards in Quebec responded with their respective support as well. So a lot of quick answers to support what was going on. And one later thing that Learn also created was called the Educator's Toolbox website. So this was, again, was an urgent response to the shift to online teaching and learning. So innovation with the Digital Competency in Action website, that's the latest input that we've had on this whole situation. And I know we've made strides to find our way out of the crisis. And I mean, I don't even think we can use the term post-pandemic. I don't want to go there, but our goal is to continue our evolution from crisis teaching to something more like hybrid learning. And using the words teaching versus learning is intentional there as well. So here, teachers are striving to keep the best practices from what they've been doing online in a face-to-face setting. And some of the most important things we've learned from that is that face-to-face and distance teaching and learning are not the same necessarily. They're different. So we're at a place where one's not good and one's bad. They're just different. I think we're starting to understand that and accept that. We know that not all things done face-to-face work at a distance. And some of the best practices at a distance, what we've discovered, actually benefit a face-to-face setting. So we're incorporating distance practices in our face-to-face setting. And so moving forward, Learn's response to all of this resulted in what you see on this slide is this new comprehensive website called Digital Competency in Action. And
things are more organized here, and we're really trying to define the new normal in education. So some challenges again. One major challenge is that digital competency is not really a subject, right? So it applies in every single subject, but it's not a subject on its own. And since it's everybody's responsibility, it tends to become nobody's responsibility. So that's something we have to definitely keep after and address. And a second challenge is in changing our mindset for everyone to become learners again. So we're at a place where educators are trying to learn with the students instead of teaching to them. So that's quite a big shift. And digital competency is a moving target. And because everybody's at different levels, even if you have a good grasp of a certain digital tool and concepts, you may be limited by other ones, right? So we're skilled at some digital tools and not at others. And on top of that, even a technology you're comfortable with quickly becomes obsolete, or it'll change so dramatically that you have more to learn to get your comfort level back. So it's quite unsettling. And I'll keep going here before I pass it back to Ben, but so just some favorable factors or some positive things. So we will stay on the positive side a little bit. There's a level playing field for learning at this point. So teachers and students are learning together. And that has a motivating, engaging component for students. And Megan had spoken about that before, also the engagement piece. We see more empowerment and autonomy in learning. So that's a positive outcome so far. The practical experience that we had, the pandemic forced us to practice instead of waiting for the perfect parameters and conditions, which would never occur anyway, right? We would wait for the ideal situation. They wouldn't come. So that practical experience was condensed for us, and that was actually a beneficial thing. We've expanded possibilities. We learned that some distance strategies actually work in a face-to-face setting. I mentioned that before. And we've started planning our face-to-face sessions with just in case we close mindset, right? So you'll hear a teacher saying, hey class, if the building's closed next week, you can still access our assignments in a Google Classroom or in Teams or something like that. So that has really expanded possibilities, and it's fun to see. We've made strides to find our way out of the crisis. And I keep saying we're not done by any means, but our goal is to continue our evolution from crisis to hybrid. And again, teachers strive to keep the best practices from online learning in a face-to-face situation. And I'll jump to the next slide. So just to give an idea of some of the things that have emerged during that time that we're still doing to this day, and they're growing, in fact. The idea of this flexible learning space, and one that comes to mind is a Scratch meetup that we do. It's a Scratch educators meetup, and we actually created our own Quebec branch, if you want to call it, for that. And so it's professional development opportunities for educators to get together, to share ideas, and to learn from one another. And educators from varied backgrounds and geographical regions meet for individualized PD and network. So we call those unconferences because the agenda is based on who's in attendance, right? It changes every time I've been in one of these sessions. It's been quite different. And we usually identify breakout rooms based on who's in attendance and what some of the common themes are that emerge. And then a big piece, I guess, is we leave our titles and our egos at the door, because there are administrators in the room, there's teachers, there's just people at large from the community who have an interest. So we leave our titles aside and we just join a topic based on our personal interests and our skill level. And the sessions usually wrap up with a share back of what was learned. And it's a pretty special event that takes place. And we've had educators join us from all across Canada and the US, and even some teachers from South America that have joined us. So it's been a great opportunity. We've enjoyed those a lot. Oh, Craig, I'm going to just share a bit. Yeah. Oh, I'm sorry, Ben. Here, we'll go back.
Please do, yeah. I mean, only to say the word spoken word. So building off what Craig said around leveling the playing field, this past Friday, I hosted a online spoken word slam, the Quebec Youth Slam, which was just like an informal way of bringing together 4 schools from 4 different school boards across the province for grades like secondary 1 to second, or grade 7 to 11 students to perform their spoken word poetry. And what we loved about it, or what I love about it, is the opportunity to get together in a way that would not necessarily happen easily without the expense of transportation. I mean, with the issues of bringing people together in one room. You know, we had someone from Sept-Îles and someone from Greenfield Park. And what are the chances that these minority language young people would have a chance to exchange very creative and like touching poetry amongst each other? So this was like another example of ways that we adapted and saw the opportunity to just go for it. And this was the second one. That's it. Back to you, Craig. So, here's something we're also doing. So we're trying to integrate the 12 dimensions of digital competency into all areas of learning, so that we need the terminology as part of our collective vocabulary, so that digital competency becomes everyone's responsibility. I had talked earlier about how it's kind of nobody's responsibility to do it. So it needs to be part of our vocabulary. And a first example of this is I'm currently running a pilot project, and there's about 80 grade 10 and 11 students participating in it. And they're in a school in Montreal, a high school. And it's an opportunity for teachers to develop digital competency alongside the students. We're kind of making the students the experts. They're going to create the content, and the teacher is kind of going to be the guide at the side or supervising the project as it goes. So that these students are already enrolled in a media class, so they're well versed with the digital tools and for creating images and videos and podcasts. So they're all skilled in that way. So the digital competency podcast project is that each student addresses 1 or 2 of the dimensions, the 12 dimensions of digital competency, and they describe it as per the ministry's description of the thing. And then we ask the students to define that dimension in their own words, because people are going to interpret a dimension differently, and that's okay, right? We need individuals' perspective. If we're going to be autonomous in developing our digital competency, we have to give them the opportunity to do that. So there's the student voice. They then share an example of their personal use of a digital tool, a resource, a platform, as it connects to their chosen dimension and their explanation of it. So as this goes on, and we're getting close to this point, is we're going to compile the best podcasts and try to release the 12 dimensions in a series across several days. And then we'll drive interest towards it among other classes and schools, and even for Teacher PD, we'll have teachers listen to it and start the conversation about digital competency. And we hope the finished podcast, like I was saying, is going to serve as a conversation starter around digital competency for educators, but for students alike, is that we're just putting the words out there, and then, hey, let's talk about it. And that's the whole goal. And Ben, you want to talk about? I mean, I'll just simply just build upon by saying one of the successes that we've learned about is a partnership with the English Language Arts Network. And just speaking about, again, the importance of partnerships, connecting artists and teachers together for really amazing pedagogical opportunities. Awesome. So we'll, I might have skipped a slide. We'll leave you with some resources. There's a lot more reading for you folks to do. We'll leave you with those. And I know we're running tight on time, so we'll close this up, and we'll be happy to take questions. And thank you so much for having us today. And I'll simply just say, as Craig shows these things, don't hesitate to be in touch with either of us. You know, we are Learn is a small organization, and we love to talk about the great things that we've done. Merci beaucoup à vous deux, Ben et Craig, pour cette présentation très, très intéressante. Et je commence à voir déjà des liens qui se tissent entre les 2 premières présentations. On enchaîne. D'ailleurs, si vous avez déjà des questions, je vous invite à les écrire dans l'espace de chat. Donc, on pourrait entamer la discussion tout de suite après.
Donc, la troisième présentation de la session est celle d'Andrea Bourque-Saulnier et de Guéo Cormier. Je les présente. Andrea est professeure agrégée dans le département des sciences de l'éducation à l'Université Sainte-Anne. Anglophone de naissance, elle s'identifie maintenant comme acadienne adoptée. Présentement, dans ses recherches, elle explore le contexte d'enseignement et d'apprentissage de la langue française dans la francophonie nord-américaine, comment mieux appuyer et encadrer les élèves et les enseignants au milieu francophone minoritaire et les expériences vécues par les enseignants en contexte minoritaire dans le temps de la COVID-19. Guéo Cormier est professeure adjointe à la faculté d'éducation à l'Université Saint-Boniface. Ses domaines de recherche sont la littératie, l'enseignement de langue et le contexte francophone minoritaire. Elles vont nous parler de l'enseignement virtuel en milieu minoritaire francophone en Nouvelle-Écosse et au Manitoba, les expériences vécues et les pistes pour l'avenir. Vous avez la parole. Fantastique. On a vraiment hâte. On va faire ça. Tous les deux, on va présenter, mais je vais commencer et Andrea va jouer la secrétaire et changer mes diapos pour moi. Ça serait fantastique. Alors, juste pour donner un peu de historique un peu de nous comme collègues. Alors, Andrea et moi, notre relation de recherche s'est bâtie lors de la pandémie. Alors, on ne s'est jamais vu en personne. Et puis, je pense que c'est quelque chose de très unique au sujet de commencer une relation de recherche avec quelqu'un sans jamais les avoir vus. Alors, tout ça, tout ce que vous allez voir ici, c'est développé à travers de cette relation qu'on a développé virtuellement en ligne via Teams, tous les outils Zoom, on les a tous utilisés pour cette recherche ici. Alors oui, on peut commencer, Andrea, avec la... OK. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé qu'on voulait vraiment explorer qu'est-ce qui était en train d'arriver aux enseignants en milieu minoritaire francophone. Alors, on avait deux sites, alors Nouvelle-Écosse et le Manitoba. Alors, l'avantage de ces deux sites-là, c'est que la population francophone qu'on va voir dans un autre diapo se ressemble. On a une seule division ou bien conseil scolaire qui s'occupe de l'éducation en milieu minoritaire francophone. Alors, c'est vraiment quelque chose de fantastique en termes de pouvoir regarder ces deux sites-là. On a fait une recherche exploratoire qualitative. Alors, j'ai fait 20 entrevues avec des enseignants de la maternelle à la 12e année au Manitoba en milieu urbain et rural. Et Andrea a fait la même chose en Nouvelle-Écosse avec 20 enseignants en milieu minoritaire. On va arriver un peu plus tard à quand on a fait ça parce que le temps est toujours très intéressant à revoir. Mais notre but principal était qu'on voulait vraiment parler à ces enseignants pour voir quels étaient, selon eux, les défis et succès qu'ils ont vécu en milieu minoritaire lors de la pandémie. Et puis, on a aussi eu du financement de l'ACUFC qu'on voulait juste faire mention de ça. Alors, justement, je parlais de ça. Quand on regarde les statistiques, c'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas, que c'est exactement le même numéro alors de francophones en milieu minoritaire. Et on voit aussi des similarités en termes de le transfert linguistique intergénérationnel. Alors, souvent, lorsque Andrea et moi, on se parlait, on se disait « Oh, c'est la même chose au Manitoba, c'est la même chose en Nouvelle-Écosse. » Il y a différentes expressions, sûrement. Alors, c'est vraiment le fun d'apprendre à se connaître et ces différentes choses-là. Mais au fond, il y a beaucoup plus de similarités que de différences qu'on constate.
Alors, et j'ai déjà parlé au sujet de ça, les divisions scolaires. Et aussi, l'autre chose intéressante, c'est que je travaille à l'Université de Saint-Boniface et on forme les enseignants destinés au milieu minoritaire francophone. Et Andrea, même chose à l'Université de Sainte-Anne. Elle travaille dans la formation initiale des enseignants destinés à enseigner en milieu minoritaire. OK. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'il y a, lorsqu'on a fait le premier recensement, alors ça, c'était en 2020, alors vraiment juste les débuts de la pandémie, on commençait à voir que les textes qui ressortaient se concentraient sur le milieu majoritaire. Ça, c'est normal parce que c'est le début et puis on voyait des choses qui sortaient de la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, mais pas de concentration sur les minorités linguistiques à ce temps-là. En 2020. On a vu par la suite des textes et des articles qui portaient sur des minorités visibles ou racialisées au Canada et aux États-Unis. Et encore, on voit de plus en plus d'articles ressortir, mais principalement, ce qu'on constate, c'est que il y a possiblement des défis supplémentaires que ceux vécus par la majorité. Et puis, on voulait vraiment regarder dans nos contextes, est-ce que c'était le cas ou est-ce que les défis étaient juste les mêmes défis que vécus par la majorité? Alors, on va aller voir. Donc, je voulais juste ajouter, donc, il y avait plein de recherches, puis là, tous les fois qu'on va pour analyser des données, puis on va chercher, il y avait d'autres articles, parce qu'on est dans le temps de la pandémie, on est, comme M. Bullitt a dit tantôt, on a dit pas post-pandémie. On ne prend pas cette risque, mais il y a beaucoup de recherches et ça, c'est quelque chose qu'on a noté en faisant, comme là, j'ai imprimé un autre 5 articles qui datent après que nous avons fait la recension des écrits, après qu'on a fait l'analyse. Donc, une chose qu'on peut prédire, c'est un accroissement de la recherche lié à la pandémie. Absolument. Donc, et on n'est pas les seuls, ça c'est sûr et certain, comme c'est quelque chose de global que tout le monde a vécu. Et puis, je pense de plus en plus, on va voir des vécus très spécifiques. Alors, oui, juste pour vous expliquer un peu, parce que même c'est situé aussi avec les enseignants qui ont vécu beaucoup dans une courte période de temps. Alors, pour commencer, c'était pareil au Manitoba et en Nouvelle-Écosse. La première fois qu'il y a eu les écoles étaient fermées, c'était au printemps 2020. Ça, c'était la première fermeture des écoles. Ensuite, les écoles en automne sont réouvertes en présentiel en septembre 2020. Mais là, il y a eu une autre au printemps 2021. Il y a eu un autre enseignement à distance pendant un long moment. Alors, et puis au Manitoba, on a aussi eu de l'enseignement hybride à différents moments, c'est-à-dire que les enfants de travailleurs essentiels ou bien des élèves avec des besoins particuliers étaient en classe et l'enseignant avait la responsabilité d'enseigner à ceux à la maison ainsi que ceux en salle de classe. Alors ça, c'était quelque chose de particulier qui n'a pas eu lieu en Nouvelle-Écosse. Et puis, je pense qu'on fait la transition maintenant. Andrea qui va continuer, mais oui. Non, c'est ça. Donc, comme Gail a dit, on a vécu plus ou moins, et puis c'est comme Gail a dit, c'était complètement ironique et c'était coïncidence, c'était, si vous croyez un peu dans le hocus-pocus, c'était comme Kismet. J'étais en train de marcher, j'ai dit, il faut absolument que nous documentons cette réalité. C'est un moment, chacun d'entre nous, nous allons dire avant la pandémie et après la pandémie. Comme on ne peut pas dire que il n'y a pas eu d'impact dans nos façons de faire, la façon de faire de la recherche, la façon d'enseigner. Il y a
je me souviens avant la pandémie, ou avant la pandémie, je la faisais comme ceci. Et j'ai dit, et je fais de la recherche avec des professeurs dans d'autres universités, mais je voulais vraiment prendre l'occasion de tisser des liens avec l'Ouest, parce que je ne sais pas comment on se trouve dans chacun de vos coins, mais je trouvais souvent que c'était l'Ontario-Québec vers l'Est ou Ontario-Québec vers l'Ouest, ou que toutes les provinces de l'Ouest travaillent ensemble, puis les chercheurs de l'Est de Québec, on travaille ensemble, mais il y avait très peu de ponts Ouest-Est, Atlantique-Prairie. Donc, puisqu'on était dans une bulle de technologie, puisqu'on avait tous ces ressources devant nous, je pensais, je vais essayer de trouver un chercheur avec qui je pourrais travailler pour tisser des liens. Puis, j'ai pu créer non seulement une amitié avec Gail, mais aussi un partenariat de recherche que je trouve intéressant parce que on est très peu, un peu de contexte, on est très peu en recherche en milieu minoritaire. On n'est pas une énorme gang. Donc, quand ce que je dis Megan, quelqu'un va dire, oh oui, Megan, elle travaille à Ottawa, ou Gail, oh, elle est à Saint-Boniface. Comme le monde se connaît, mais en même temps, on est si peu qui veut dire qu'on travaille beaucoup. Parce qu'on a beaucoup de différents chapeaux à porter. On a des profs, des chercheurs, des administrateurs, etc., qui demandent énormément de travail, qui veut dire souvent on se trouve en silo. Puis, dans les divers projets de recherche que j'aurais lus ou qu'on peut lire, on voit que souvent, et puis ça, c'est une autre similarité entre la Manitoba et la Nouvelle-Écosse, on a le CSAP en Nouvelle-Écosse qui est un conseil scolaire transprovincial et le DSFM à Manitoba qui est transprovincial. Dans des mêmes provinces, des fois, les communautés se trouvent en silo parce qu'on est éloigné de l'un et l'autre. Donc, ne veut pas qu'il y ait des énormes efforts qui étaient faits grâce à la technologie. Des fois, ça arrive. Donc, je voulais essayer, et merci à Gail et la CUFC de faciliter qu'on fait un pont. Puis Gail avait créé pour d'autres présentations une belle image d'un arc-en-ciel qui va de Manitoba en Nouvelle-Écosse pour essayer d'unifier l'Est et l'Ouest. Et puis là, les autres chercheurs peuvent embarquer avec nous autres aussi. Dans les deux provinces, on a vu que dans les divisions scolaires, il y avait des priorités émises par les divisions scolaires. Alors, bien-être des élèves et l'enseignement des compétences liées à la littératie et à la numératie. Ça, c'était vraiment les principales choses. Oh, et j'ai oublié de mentionner, la collecte des données s'est faite en octobre 2021. Ça, c'est important. On a commencé et on a fini en décembre, fin de décembre, juste avant qu'on ait une autre période de 2 semaines sans les... à distance. OK, Andrea est de retour. Peux-tu repartager l'écran? J'ai expliqué un peu pendant que tu étais partie. C'était une publication bi-hebdomadaire créée par le ministère de l'Éducation et distribuée dans le journal, un réseau de journaux provinciaux. Donc, ça, c'était quelque chose, et puis c'était créé par le ministère de l'Éducation en consultation avec les centres régionaux en éducation, plus le CSAP, puis les activités correspondaient aux résultats d'apprentissage. Donc, à partir d'avril, chaque 2 semaines, dans le journal, il y avait une publication. Puis, si on ne recevait pas le journal chez nous, on pouvait la voir, ça venait dans la poste. On pouvait les chercher dans les épiceries. C'était vraiment disponible dans tous les petits coins. Puis ça, c'était une façon d'aider aux jeunes d'apprendre à la maison. Donc ça, c'était juste ce qu'il y avait comme une similarité, une grande similarité très saillante et importante entre les deux provinces. C'était le cible du bien-être des élèves. Dans tous les 2 cas, ça, c'était cité par les participants comme un objectif explicite du ministère de l'Éducation puis des districts ou conseils scolaires. Dans le cas de la Nouvelle-Écosse,
même dans la publication qui allait être distribuée chez les familles, la première page, c'était tous des exercices ou des activités pour cibler le bien-être, de conscientisation, la méditation, comment faire des exercices. Il y avait des petites activités pour noter les choses, les activités dans la nature, comme c'était la première page de la publication, juste pour cibler de manière très explicite le bien-être. Et là, dans toutes les deux provinces, et c'était fait de manière explicite dans la publication, l'enseignement des compétences liées à la littératie et la numératie était ciblé plutôt que les autres matières. C'était de façon très explicite. Et puis, on la voit dans les documents parce qu'on voulait aussi étudier les documents préparés par les différents conseils scolaires. Donc, c'était fait de manière concrète dans le papier, dans la création écrite, production écrite, mais aussi les participants ont verbalisé comme quelles étaient les priorités, quels étaient les objectifs selon vous, et puis numératie, littératie. Puis ça causait des différents enjeux. Donc, nous voulons partager surtout... Gail, peux-tu cliquer? C'est toi qui l'as. Donc, nous allons ici parler surtout des impacts parce que, donc, puisque ce projet sert comme, et puis Gail était bon, elle peut improviser, elle peut lire sans notes. Moi, je sais que je vais déborder, donc j'ai des notes préparées pour me limiter dans mon temps. Donc, puisque ce projet de recherche sert comme étude exploratoire dans le but d'identifier et d'écrire les vécus des enseignants lors de la pandémie mondiale et plus spécifiquement dans les périodes de confinement, nous avons appris des défis et des succès qui correspondent à divers éléments liés à l'enseignement, comme vraiment l'enseignement à sa plus grande portrait. Mais puisqu'on est dans le thème de cette présentation, nous allons partager ceux qui sont liés à la technologie. Donc, nous avons identifié ou ressorti des défis et on les a liés à 5 thèmes principaux que vous voyez dans ces 5 boîtes. Donc, la première boîte correspond au manque de compétences quant aux plateformes choisies pour l'école virtuelle. Au Manitoba, c'était plutôt Microsoft Teams. En Nouvelle-Écosse, c'est Google, la suite Google. Et ce défi était identifié d'avoir été vécu chez les élèves, les enseignants, les élèves et les parents. Donc, les enseignants participants lors des entrevues ont exprimé que c'était des défis et qu'il y a eu des impacts parce que c'était un manque de compétences chez eux, chez eux-mêmes, chez les élèves et chez les parents. Donc, pour les enseignants premiers, il fallait vraiment apprendre comment utiliser les plateformes choisies pour enseigner durant le confinement, tandis que Google, par exemple, ici en Nouvelle-Écosse, tandis que Google Suite, comme tout qui est lié à Google, Google Forms, Google Docs, etc., et une partie, ça fait un bout de temps que ça fait partie des pratiques de la Nouvelle-Écosse. Ce n'est pas tous les enseignants qui l'utilisent. Ce n'est pas une partie quotidienne de leur enseignement quand ils sont en présentiel. Donc, il fallait vraiment qu'ils apprennent comment utiliser cette plateforme ainsi que d'autres outils technologiques pour enseigner parce que ça dépend sur le niveau scolaire et la matière scolaire. Il y avait des différents outils qu'ils auraient pu utiliser. Là, à l'autre côté de la médaille, les élèves devaient apprendre comment faire partie et apprendre en salle de classe virtuelle. Donc, imaginez le matin, la classe débute, puis il fallait qu'ils se branchent. Donc, il y avait un enseignant qui m'avait dit pour l'élémentaire, c'était trop difficile d'envoyer, parce qu'ici, c'était des Google, c'était des liens pour des Google Hangouts ou des Google Hangouts pour le Google Classroom. C'est beaucoup de différents logiciels. Donc, elle avait créé un site web. Elle a envoyé le site web aux parents et aux élèves. Puis le lien pour la journée était dans le site web. Tout était dans une place, puis c'était beaucoup plus facile. Mais il fallait apprendre comment faire ça, puis d'une manière très précipitée. Il y avait, donc l'école avait fini le 8 mars, ici en Nouvelle-Écosse. Il y avait le congé de mars. Là, il était annoncé qu'il allait avoir une semaine de plus
Là, l'école allait recommencer la semaine après pour les enseignants. Ils avaient une semaine de mettre tout prêt pour les élèves pour commencer la première semaine d'avril. Donc, il fallait faire la transition, préparer les matériels, puis ils n'étaient pas permis de rentrer dans les écoles tout en même temps. Donc, Gail aura rentré lundi de 9 à 10, Andrea aura rentré de 10 à 11 avec les paramètres de COVID. Donc, ce n'était pas énormément de temps. Pour les parents qui étaient là pour aider... Excusez-moi, Adrien et Gail, juste pour vous dire qu'il vous reste 2 minutes de la Oh présentation. my gosh! Oui. Donc, il n'y avait pas énormément... Il fallait que les enseignants passent pas mal de temps à répondre à des questions qui est coupé dans le temps de l'enseignement explicite. Donc, d'autres thèmes étaient l'enseignement de certains concepts, compétences en salle de classe virtuelle, surtout des concepts abstraits pour des jeunes, comme à l'élémentaire premier cycle. La géométrie, par exemple, parce que quand on est en salle de classe en présentiel, on peut manipuler des carrés, on peut manipuler les triangles, on peut mesurer avec des règles. Et puis les élèves, les enseignants, comment est-ce que nous faisons ceci quand nos élèves sont un peu partout, s'ils n'ont pas les manipulatives. La conscience phonologique, les stratégies en communication orale. Ensuite, les défis et les inégalités quant à l'accès à la technologie. Ça se divise dans 2 points, puis ça me faisait penser à la présentation de Megan tantôt, avec l'accès à des outils technologiques, d'avoir un portable, d'avoir un ordinateur, ainsi que d'avoir accès à l'Internet ou la qualité de l'Internet. Parce que, comme tantôt on a vu OK, qu'est-ce qui arrive si on a 5 personnes toutes à la maison en train d'étudier en même temps, ou travailler et étudier. Donc, ça, c'était un défi important qui a nuit à l'apprentissage et à l'enseignement. La technologie et la gestion de classe en salle de classe virtuelle, c'était pas la même chose. On a toutes comme enseignants, on a souvent des, je dis encore un, parce que j'ai encore mon identité d'enseignant ancrée dans moi. On a des systèmes de mise en place, mais là, tout d'un coup, je n'avais pas ma salle de classe virtuelle. Je n'avais pas ma classe en présentiel. Comment est-ce que je gère ma classe? Là, et finalement, c'était le premier thème et le 5e thème, c'était probablement le plus présent. C'était accès à des ressources virtuelles en français pour enseigner et appuyer leurs élèves. Donc, par exemple, j'ai déjà mentionné les élèves à l'élémentaire premier cycle qui apprennent à lire, trouver des livres de niveau de lecture approprié pour leurs élèves qui étaient disponibles en ligne et, si possible, gratuits. Ça, c'était un défi. Donc, Gail, tu parlais. Donc, pour l'ACUFC, on avait identifié 5 recommandations, puis là, on termine avec ça, Lina. On avait 5 recommandations. Puis ces recommandations, on avait plein de recommandations, mais je vais me limiter à celles qui touchaient la technologie. C'était, Gail, est-ce que ça marche? Est-ce que ça avance? Ah, là. Donc, le premier, ça touche chacun d'entre nous ici autour de la table. C'est d'organiser, de lancer des projets de recherche. Et on l'a vu ici. Je me sens, on aurait pu aller en premier, puis là, le travail de Megan, puis le travail de Ben, ça aurait pu faire un suivi. Des divers projets de recherche pour bonifier nos pratiques. Parce que maintenant que ça existe, maintenant qu'on peut faire de l'enseignement virtuel, on voit que c'est une possibilité. Maintenant, il faut trouver des pratiques gagnantes ou des stratégies efficaces pour le faire. D'identifier des pratiques ou des stratégies efficaces pour enseigner des concepts. Pour faire ça, si vous pouvez lire le travail de Schwartzman sur Pivot Pedagogy, on peut faire appel aux enseignants. On peut aller chez eux pour voir ce qu'ils ont fait et faire marier ça avec la recherche. Faciliter des formations et des ateliers pour appuyer la littératie numérique et l'utilisation des outils technologiques chez les parents. Essayer d'intégrer la technologie dans l'enseignement quotidien, que ça devienne une partie de la journée typique. Quand on dit embarque dans Google Classroom, les élèves savent où aller, les enseignants savent où aller, parce que là, ça devient une partie typique de la journée. Puis là, finalement, d'incorporer la technologie dans la formation initiale et contenu des enseignants, que ça devient une compétence ciblée
et on peut faire appel au travail qui était énuméré par Megan et le groupe précédent. On pourra inclure cette information dans ces formations. Pour que le but, c'était et puis enfin, et je termine avec ça, en Nouvelle-Écosse, puis Gail a dit que ça, c'était une des différences signifiantes entre les deux provinces. En Nouvelle-Écosse, 100%, tous les 20 participants ont indiqué qu'il fallait avoir de la formation chez les enseignants en formation initiale et les enseignants en formation continue qui ciblent la technologie pour développer des compétences et la confiance. C'est pas juste savoir, c'est se sentir capable. Donc, ça, c'était à 100%. Tous les participants ont indiqué ça. Donc, on pourra aller longuement. C'est comme Gail avait dit, on a du travail devant nous qui pourra nous amener à la fin de notre carrière académique, mais on terminera avec ça. Oui, merci beaucoup à tout le monde qui a assisté et puis excusez du retard là. En attendant vos questions, je peux commencer par une question que j'ai moi-même pour savoir si les compétences numériques font partie de la formation des enseignants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur ça dans vos régions respectives, en commençant avec Megan? Oui, c'est une excellente question. Chez nous, à la formation à l'Université d'Ottawa, nous avons un cours obligatoire qui traite de l'intégration du numérique en salle de classe. Mais j'en profite pour expliciter le fait qu'en Ontario, nous n'avons pas un document comme celui qui a été présenté par Craig et Ben de compétences numériques. We don't have policy that actually guides teachers in the same way that you have in Quebec. Donc, pour nous, il y a un manque de cohérence un peu parce que sur le terrain, on n'a pas des politiques explicites qui permettent vraiment de mobiliser le personnel enseignant par rapport à quelles compétences, à quel niveau et de valoriser qu'elles doivent peut-être être intégrées explicitement. On a une définition de littératie numérique, mais sans cette politique, on peut préparer les enseignants à la formation, mais je vois que parfois sur le terrain, ça fait partie du contexte d'apprentissage, mais on ne va pas jusqu'à explicitement enseigner une variété de compétences de littératie numérique. Craig ou Ben, voulez-vous ajouter quelque chose par rapport à ça concernant le contexte québécois? Oui, je pourrais. Il y a une couple de choses. Alors, il y a la compétence numérique .Québec ou Compétences numériques Québec, c'est un site pour démontrer toutes les étapes de la compétence numérique. Et il y a aussi Campus Récit. Alors, il y a des petits cours qu'on peut prendre. Les professeurs peuvent s'inscrire à des cours virtuels en ligne et recevoir un badge pour avoir pris ces cours-là. Et même, il y a un partenariat avec Télé-Québec. Il y avait des cours, c'était surtout durant la pandémie, mais des cours à distance. Comment enseigner à distance? On a fait un partnership avec Télé-Québec et c'est toutes des ressources que je viens de parler, c'est tout en français, mais quand même, du côté anglophone, on essaie to match that same kind of stuff. Parfait, merci. Gail, Andrea, pouvez-vous nous parler un peu du contexte dans lequel vous travaillez? Oui, bien, au Manitoba, et justement, on a 2 étudiants de la faculté d'éducation à l'Université de Saint-Boniface, Nasia et Gabriel, sont ici pour toute la session. À différents moments, ils vont être là. Mais non, nous n'avons pas de cours obligatoires en littératie numérique. Les professeurs intègrent la littératie numérique dans tous les cours. Normalement, parce qu'on a eu à enseigner en ligne vraiment depuis le début de la pandémie. Alors, Gabriel et Nasia, ils ont fait toute une année d'enseignement, formation initiale en ligne. Alors, mais ce n'est pas explicite et il n'y a pas un peu comme Craig et Ben disaient,
il n'y a pas de matière enseignable qui est la technologie en élémentaire ou au secondaire. Des fois, on a des cours de littératie médiatique ou les médias, mais ce n'est pas spécifique. Et puis ça, c'est un problème parce que là, un peu comme il disait, c'est la responsabilité de qui. Puis là, ça aboutit avec le fait qu'on ne le fait pas parfois. Alors, oui. OK. Oui, Andrea? Ici, en Nouvelle-Écosse, tous les 5 universités qui accordent des BED, nous avons été mandatés de faire une révision de nos programmes. Donc, c'est la première année de nos nouveaux programmes BED. Donc, c'était très, très mouvementé. Dans notre ancien programme, il y avait un cours appelé Technologie de l'éducation. Ça, c'était même offert dans mon époque, dans les 1990-2000. Puis, c'était obligatoire. Mais c'était comme créer un site web, aller explorer les ressources pour enseigner telle matière de ce qui est votre domaine de spécialisation, etc. Maintenant, c'est comme, maintenant on est, il est attendu que nous, les professeurs, nous intégrons la technologie et les compétences numériques dans chacun de nos cours. Donc, par exemple, moi, j'enseigne le cours de gestion de classe et intervention indicative au secondaire. Donc, les étudiants ont l'occasion d'explorer les différentes, développer leurs compétences numériques liées à la gestion de classe ou l'appui des cultures ou l'intégration des cultures minoritaires en salle de classe. On fait ça. Donc, ça, c'est ce que moi je fais, tandis que l'enseignant de didactique de français est censé intégrer les technologies, les compétences numériques dans sa classe de didactique de français, donc ça varie, mais c'est la toute première année, donc j'estime qu'en juin, on va faire une réunion juste pour voir comment est-ce que le programme est traité. Est-ce qu'on a pu faire ça? On a seulement 12-13 semaines à traiter tout ce qu'on veut traiter dans un cours. Est-ce qu'on a pu faire ça de manière efficace? Mais comme Megan a dit, et c'est la même chose pour la Nouvelle-Écosse, puis je pense que c'est une force chez le Québec, c'est d'avoir ce document avec des lignes directrices. Ça, c'est certainement avantageux. En fin de compte, dans mes notes, lors de votre présentation, Ben et Craig, j'ai noté plein de différents documents que vous avez partagés pour aller voir ce que vous avez pour peut-être les intégrer dans mes cours. Parce que c'est vraiment des ressources très riches que nous autres, nous pourrions utiliser. Ah, merci beaucoup, Craig, de l'avoir partagé. J'allais dire que nous aussi, je pourrais faire parvenir à tout le monde qui s'intéresse les liens que Craig et Ben avaient à la fin de leur présentation ou les autres liens que Megan, Andrea et Guillaume vous avez dans vos présentations aussi. C'était très pertinent. Donc, c'est ça. Je crois qu'on est en état embryonnaire. D'accord. OK. On va passer à une question de Martin Durand. C'est une question pour Megan. Pour la question de la confiance des élèves, probablement qu'une approche directe auprès de ceux-ci aurait permis d'en apprendre davantage qu'auprès des enseignants. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez explorer dans le futur? Absolument. Merci de la question. Moi, je m'intéresse toujours à aller directement vers les élèves pour avoir leur voix et la richesse de leurs expériences. Et ce qu'on avait prévu dans cette recherche, c'était une première phase auprès des enseignants et une deuxième phase qui irait directement dans les écoles. À la fin de l'entrevue, on posait explicitement la question: accepteriez-vous qu'on vienne visiter, qu'on peut-être mène une deuxième phase de la recherche dans vos contextes? Malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas pu faire, on n'a toujours pas accès aux écoles et on aurait peut-être pu sans doute recruter autrement, mais on a plutôt utilisé les quelques ressources dans le budget pour les assistants et la formation et tout. Mais justement, je pense que ce que les données font émerger, c'est que cette question, le concept même d'empowerment, d'autres dans la recherche critique vont parler de capital numérique, la façon dont l'enfant peut mettre à profit
son habitus, disons, numérique dans cet espace, que je trouve un super beau concept théorique aussi qui s'inspire évidemment de Bourdieu, et toujours à définir. Et je pense qu'on a besoin des voix des élèves pour mieux comprendre ces nuances. Ce qu'on peut au moins dire en ce moment, c'est que pour le personnel, ces nuances-là, surtout en contexte de pandémie avec tout ce qu'ils vivaient, n'était pas nécessairement la priorité, c'était vraiment de pouvoir avoir cet accès, de pouvoir utiliser le numérique. Mais je pense que c'est une piste de recherche future assez urgente et on a certainement besoin d'inclure les enfants dans ces recherches. Donc, merci pour la question. Merci, Megan. Je fais le survol encore de chat, je ne vois pas des mains levées. Peut-être une dernière question que moi je peux poser. Oh, excuse-moi, Anne. Oui. En fait, c'était juste des commentaires que j'avais sur les 3 présentations, puis ce ne sera pas bien long. C'est que j'ai bien aimé dans la présentation de Megan qu'au départ, tu avais l'idée disons, d'étudier une certaine dimension du projet, l'empowerment, en tout cas, puis que finalement, tes résultats t'ont mené autre part, puis ça, je trouvais ça intéressant de comment tu as montré tout le processus qui t'a amené à ça. Ensuite, dans la communication de Jael et Andrea, je trouve que c'est admirable ce que les enseignantes et les enseignants ont fait pendant la pandémie. Puis il y a un élément qui m'a accroché, c'est qu'à un moment donné, au Manitoba, il y avait des enseignants qui enseignaient en classe, mais aussi de façon hybride. Puis j'essayais comme d'imaginer, quand vous avez mentionné ça, comment c'était même possible. Ça, c'est vraiment incroyable. Puis la dernière remarque, c'est pour Ben et Greg. J'ai bien aimé dans une diapo où on parlait de la transformation du modèle, d'apprendre avec eux et elles en parlant des jeunes. J'ai bien aimé de lire ça parce que je trouve que ça a été un peu le cas pendant puis ça continue d'être aussi le cas. Donc voilà, c'est tout. Merci Anne, c'est un très bon aperçu de la session. Encore une fois, est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas. Donc, on pourrait s'arrêter là.